Elle a serré dans ses bras un homme en pleurs dans une ruelle. C'était le marié abandonné devant l'hôtel Salut. Salut, chers membres de la famille Histoire d'âme, Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. Prologue. L'étreinte une bruine légère tombait régulièrement sur les rues pavées de Portland, Oregon, tel un fin voile drapé sur le ciel gris. C'était la fin octobre, et l'air automnal portait le froid caractéristique du nord-ouest Pacifique. Emily Carter, 29 ans, sortit par la porte arrière de Powell's Books, la plus célèbre librairie de livres d'occasion de la ville, traînant derrière elle un lourd sac poubelle noir. Elle portait un imperméable jaune délavé aux manches usées, ses cheveux châtains clairs humides collés à ses joues. Ses vieilles bottes en caoutchouc heurtaient le sol, produisant de doux clapotis sur le pavé mouillé de la ruelle qui menait derrière l'église Sainte-Marie. Sa respiration s'échappait en petits nuages blancs dans l'air froid. Elle s'arrêta un instant, levant les yeux vers les feuilles d'érable rouge vif qui tremblaient sous la pluie, comme si elles aussi tentaient de s'accrocher aux dernières traces de chaleur avant le long hiver. C'était un rare moment de paix dans sa journée de travail chargée, à trier de vieux livres, à discuter avec les clients et parfois à lire tranquillement une page dans un coin caché de la boutique. Mais alors, un son étrange rompit le silence, un sanglot étouffé, brisé, résonnant depuis les ombres profondes de la ruelle. Émilie pencha la tête, écoutant. Les pleurs n'étaient pas bruyants, mais ils portaient une douleur qu'elle pouvait ressentir, comme une vieille blessure ouverte. Elle déposa le sac poubelle, s'essuya les mains sur son tablier en toile délavée et marcha lentement vers le son. La pluie traversa son manteau, la faisant légèrement frissonner, mais elle s'en moquait. Quelque chose dans ses pleurs remua son cœur, un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. En s'approchant, la faible lueur d'un lampadaire distant éclaira une silhouette. Un homme était affalé à côté d'une benne à ordures, la tête baissée, les épaules secouées de tremblement. Il portait un costume noir coûteux, mais il était débraillé, trempé et taché par le sol. Ses chaussures en cuir verni étaient couvertes de boue, et sa main serrait un petit objet scintillant, une alliance en or, abandonnée sur le pavé comme une promesse jetée. Il ne leva pas les yeux, continuant seulement à pleurer, ses sanglots réprimés comme s'il essayait de cacher sa douleur au monde, mais échouait. Émilie resta immobile un instant, son souffle se mêlant au crépitement de la pluie. Elle ne savait pas qui il était, ni ce qui avait réduit un homme en costume si élégant à cet état de détresse. Mais elle comprenait ce sentiment, cette sensation de perte, de vide, comme lorsqu'elle se tenait près des tombes de ses parents et de son petit frère après l'accident de voiture 7 ans auparavant, ou lorsqu'elle avait découvert son fiancé, l'homme en qui elle avait entièrement confiance, enlaçant sa meilleure amie dans l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble. 3 ans après avoir annulé ses fiançailles, elle avait appris à continuer, non pas en oubliant, mais en ouvrant son cœur à ceux qui en avaient besoin. Et en cet instant, cet homme avait clairement besoin de quelqu'un. Sans plus réfléchir, Émilie s'avança et s'agenouilla à côté de lui, ses genoux touchant le sol froid, l'eau de pluie s'infiltrant dans son jean fin, mais elle ne le remarqua pas. Elle posa doucement une main sur son épaule, de la manière dont elle avait autrefois réconforté des enfants perdus dans la librairie cherchant leur mère. Il tressaillit, levant brièvement les yeux, rouge et brouillé de larmes et de pluie, puis laissa retomber sa tête, comme honteux d'être vu dans sa plus grande faiblesse. Mais Émilie ne partit pas. Elle le serra dans ses bras, pas trop fort, juste assez pour qu'il sente sa présence. L'odeur de son eau de Cologne coûteuse se mêlait à la terre humide et à la pluie, créant un parfum étrange qu'elle n'oublierait jamais. « Vous n'avez rien à dire, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme, comme une promesse. « Je suis juste là. » Il ne répondit pas, mais elle sentit son corps se détendre progressivement dans ses bras, ses pleurs se calmant, se fondant dans le bruit régulier de la pluie. Ils restèrent ainsi longtemps, 2 étrangers, sans nom, sans passé, reliés uniquement par une douleur partagée dans la ruelle sombre. Émilie ne demanda rien, n'eut pas besoin de savoir qui il était ni ce qui s'était passé. Pour elle, parfois une étreinte suffisait à dire ce que les mots ne pouvaient atteindre. Finalement, lorsque ses sanglots cessèrent complètement, Émilie le lâcha. Il ne levait toujours pas les yeux, essuyant silencieusement son visage avec une manche mouillée. Elle se leva, avec l'intention de partir, mais son regard tomba alors sur l'alliance posée sur le sol. Elle était minuscule, scintillant sous le lampadaire, comme l'éclat d'un rêve brisé.
Elle se pencha pour la ramasser, ses doigts froids effleurant leurs frais. Elle ne savait pas pourquoi elle le fit, peut-être l'instinct, peut-être la curiosité, mais elle glissa discrètement la bague dans la poche de son costume, puis se détourna sans un mot de plus. Tandis qu'elle retournait vers la porte arrière de Powell, la pluie continuait son rythme régulier, comme une triste chanson sans paroles. Elle jeta un dernier regard en arrière. L'homme était toujours assis là, immobile, mais la bague était maintenant dans sa poche, un mystère qu'elle n'était pas sûre de vouloir élucider. Elle referma la porte et retourna à la librairie, où de vieilles étagères et l'odeur de papier humide l'attendaient. Mais dans son cœur, un sentiment étrange persistait, comme si cette étreinte n'avait pas été seulement pour lui, mais pour elle aussi, une partie d'elle-même qu'elle avait enterrée il y a longtemps. En entrant, Émilie retira son imperméable et le suspendit au crochet en bois près de la porte, révélant un simple pull gris en dessous. Elle repoussa ses cheveux mouillés, des gouttelettes d'eau coulant sur ses mains, et laissa échapper un léger soupir. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça, aider un étranger sans rien attendre en retour. Pour elle, c'était la seule façon de maintenir son cœur en vie après tout ce qu'elle avait perdu. Émilie, 29 ans, était une femme douce et gentille, mais elle portait des cicatrices qui ne pourraient jamais s'effacer. 7 ans plus tôt, sa vie s'était brisée lorsque toute sa famille, son père, sa mère et son petit frère, étaient morts dans un accident de voiture sur l'I-5. Un conducteur ivre avait percuté leur voiture alors qu'ils revenaient d'un séjour en camping dans la forêt de Tiamook, un voyage auquel elle aurait participé si elle n'avait pas eu un service de week-end chez Powell. Elle avait survécu, mais le prix était des nuits blanches à se demander pourquoi elle n'avait pas été avec eux. Puis, il y a 3 ans, avant que cette vieille blessure ne puisse guérir, une nouvelle s'était ouverte. Ethan, son fiancé de l'université, l'homme avec qui elle rêvait de construire une nouvelle famille, l'avait trahi. Elle l'avait trouvé en laissant Sarah, sa meilleure amie depuis le lycée, dans l'appartement qu'ils avaient choisi ensemble à peine 2 mois avant leur mariage. Émilie avait immédiatement annulé les fiançailles, rendu la bague qu'elle avait autrefois chérie et coupé tous les ponts. Depuis lors, elle avait choisi une vie tranquille chez Powell's Books, où les vieux livres et les histoires des autres étaient devenus son refuge. Elle ne cherchait ni l'amour ni l'attention, mais elle était toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, que ce soit en aidant patiemment un client à trouver un livre rare ou en emballant discrètement des piles de livres d'occasion à envoyer aux enfants pauvres de l'Oregon rural. Pour Émilie, la gentillesse n'était pas quelque chose qu'elle essayait de montrer. C'était le fil fragile qui la liait au monde, et peut-être la seule façon qu'elle connaissait de se guérir elle-même. Chapitre 2. Le marié abandonné le lendemain matin, Portland se réveilla avec une énergie fébrile inhabituelle. La pluie avait cessé, laissant des flaques chatoyantes sur les trottoirs et une légère odeur de terre humide dans l'air. Émilie se tenait derrière le comptoir de Powell's Books, feuilletant les pages d'un vieux livre sur les arbres du Nord-Ouest, lorsque Jade, sa collègue aux cheveux courts teints en vert, entra et claqua le dernier numéro du Willamette Week sur le comptoir avec un bruit sec, la voix débordant d'excitation. « Tu as vu ça ?» Émilie leva les yeux, son regard châtain clair parcourant le gros titre en gras. Le milliardaire de la tech Alexander Reed abandonné devant l'hôtel. Sa fiancée disparaît avant les vœux. En dessous se trouvait une photo floue d'un homme en costume debout devant une table de réception de mariage élégante mais vide. L'article détaillait comment Alexander Reed, 32 ans, PDG d'une importante entreprise de technologie sociale, avait été abandonné par sa fiancée juste avant leur mariage dans un luxueux hôtel du centre-ville de Portland. Pas d'explication, pas de traces. La mariée avait simplement disparu 2 heures avant les vœux. Jade gloussa, secouant la tête. Un drame pareil, toute la ville va en parler pendant une semaine. On dit qu'il est froid comme la glace, mais se faire plaquer comme ça l'a probablement fait fondre. Émilie esquissa un léger sourire, mais ne répondit pas. Elle ne se souciait pas des commérages, pourtant le nom d'Alexander Reed éveillait en elle un sentiment étrange, comme une pièce de puzzle indistincte. Elle ferma donc le livre et retourna trier une pile de livres pour enfants, destinés à la bibliothèque communautaire de Gresham pour le week-end. La nouvelle se répandit à travers Portland comme une traînée de poudre. À midi, Stoneton Coffee, à quelques pâtés de maison de Powell, bourdonnaient des chuchotements de groupes de hipsters serrant des lattes artistiques, discutant avec empressement du milliardaire éconduit. Certains plaisantaient en disant qu'il avait probablement programmé une mariée IA qui avait eu un bug et s'était autodétruite. Tandis que sur les réseaux sociaux,
Le hashtag Reed abandonné devant l'hôtel grimpait dans les classements avec des photos de paparazzi de lui quittant l'hôtel, le visage impassible, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil sombre. Mais personne ne savait que la nuit précédente, il s'était affalé dans la ruelle derrière l'église Sainte-Marie, brisé dans les bras d'une inconnue, et Émilie, celle qui l'avait tenu, n'avait aucune idée que le nom dans les gros titres appartenait à ce même homme. 3 jours plus tard, la cloche au-dessus de la porte de Powell tinta lorsqu'un homme entra. Émilie était perchée sur une vieille échelle en bois, tenant une pile de livres reliés, quand elle entendit des pas assurés s'approcher. Elle se tourna et son cœur manqua un battement. Un homme grand, aux larges épaules, se tenait là, portant un manteau de laine gris foncé au lieu du costume noir trempé qu'elle avait vu auparavant. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés, mais ses yeux bleus profonds, qui n'étaient plus rougis, portaient encore la lassitude des nuits blanches. Dans sa main se trouvait un bout de papier froissé avec quelques lignes manuscrites. « Excusez-moi, dit-il, sa voix basse et légèrement rauque. Avez-vous l'alchimiste » Émilie posa les livres et descendit de l'échelle, le reconnaissant instantanément, non pas d'après la photo du journal, mais à la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement, comme s'il portait encore un poids invisible. C'était l'homme de la ruelle, celui qu'elle avait serré dans ses bras sous la pluie sans lui demander son nom. Elle se souvint de ce moment fugace où ils avaient été là ensemble. Elle avait murmuré quelque chose à propos de l'alchimiste, comment c'était le livre qu'elle avait lu quand elle se sentait perdue après la mort de sa famille. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en souvienne, et encore moins à ce qu'il se présente ici. « Est-ce que vous serrez toujours des inconnus dans vos bras dans les ruelles, ou suis-je juste chanceux ?» continua-t-il, son ton teinté d'un léger sarcasme, mais ses yeux contenaient une curiosité, comme s'il essayait de la déchiffrer. Un léger sourire effleura ses lèvres, le premier depuis cette nuit-là, mais il disparut rapidement. Émilie se figea, ses joues s'échauffant légèrement. Elle n'était pas douée pour la répartie, surtout pas avec ce genre de piquant inattendu. Seulement quand ils ont l'air d'en avoir besoin, répondit-elle doucement, puis se détourna pour cacher son expression troublée, se dirigeant vers les étagères de littérature classique. Elle essaya de rester calme, bien que son esprit tourbillonnât. C'est Alexander Reed. L'homme de la ruelle est Alexander Reed. Avant qu'elle ne puisse attraper le livre, une voix s'éleva du comptoir. Et, n'est-ce pas le type qui s'est fait larguer? Un client, un homme aux lunettes rondes, chuchota à son ami en désignant Alexander. Les murmures commencèrent à se répandre, des yeux curieux se tournant vers lui. La prise d'Alexander se resserra sur le bout de papier, son visage se durcissant, une lueur d'irritation dans ses yeux. Émilie agit rapidement, s'avançant et tirant légèrement sur sa manche, le guidant vers un coin isolé derrière les étagères de science-fiction où d'épais livres bloquaient la vue de la foule. « Ne vous occupez pas d'eux, dit-elle doucement, son ton rassurant. Portland adore les drames, mais ils oublieront bien assez tôt. » Il la regarda vraiment pour la première fois, non pas comme une passante, mais comme quelqu'un essayant de comprendre quelque chose. « Vous semblez habitué à sauver les gens, dit-il, sa voix plus basse, le sarcasme disparut, remplacé par une pointe de sincérité. « Disons que je le suis, répondit-elle, puis se tourna vers l'étagère, sortant un exemplaire de poche usé de l'alchimiste et le lui tendant. Sa main tremblait légèrement, mais elle le cacha. « C'est mon édition préférée. Elle n'est pas neuve, mais elle a une âme. » Alexander prit le livre, ses doigts effleurant la couverture comme s'il pesait quelque chose. « Merci, dit-il simplement, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude. Il ne mentionna pas l'étreinte, et elle non plus, mais ils savaient tous les deux. Ce n'était pas leur première rencontre, et ce ne serait peut-être pas la dernière. Quand il partit, la cloche de la porte tinta de nouveau. Émilie se tenait près des étagères, tenant toujours un autre livre qu'elle avait l'intention de trier, regardant à travers la grande vitrine de Powell alors qu'il sortait dans la rue. Sa haute silhouette se fondit dans la foule. Alexander Reed, pensa-t-elle, le nom désormais réel dans son esprit. Mais pour elle, il n'était pas le milliardaire ni le marié éconduit des gros titres. Il était juste l'homme de la ruelle, celui qui avait laissé derrière lui une bague et une question qu'elle n'avait pas encore résolue. Alexander Reed, 32 ans, était un homme qui vivait dans un monde de logique et de pouvoir. En tant que PDG d'une entreprise de technologie sociale basée à Portland, il était connu pour son attitude froide et sa discrétion.
Il avait bâti son empire à partir de rien grâce à une intelligence vive et une capacité étonnante à prédire les tendances. Peu savait qu'il avait grandi dans une famille brisée où l'affection était un luxe qu'il n'avait jamais eu. Sa fiancée, Sophia, l'avait quitté avant le mariage parce qu'elle ne supportait pas la pression médiatique et sa distance, un coup qui l'avait laissé se sentir hors de contrôle pour la première fois. L'étreinte d'Émilie dans la ruelle était quelque chose à quoi il ne s'attendait pas, et l'alchimiste était la raison pour laquelle il était revenu, non seulement pour le livre, mais pour une lueur d'espoir dans l'obscurité qu'il n'était pas prêt à admettre. Chapitre 3. Connaissances gênantes. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre chez Powell's Books, Alexander Reed commença à se montrer plus souvent, une habitude tacite que ni lui ni Émilie n'abordaient. Au début, il venait avec de simples excuses, acheter des livres, généralement ceux qu'Émilie avait mentionnés lors de leur brève étreinte sous la pluie, comme L'Alchimiste ou d'autres classiques sur la quête du sens de la vie. Mais progressivement, il s'attarda plus longtemps, non seulement pour parcourir les rayons mais pour parler, bien que leur conversation commençasse souvent maladroitement et se terminasse en silence. Émilie ne s'en souciait pas. Elle appréciait la paix tranquille de ces moments, lui debout près des étagères, feuilletant des pages avec une concentration froide tandis qu'elle triait de vieux livres ou griffonnait des notes dans son petit carnet. Powell's, avec ses étagères imposantes et la légère odeur de papier humide dans l'air, devint leur lieu de rencontre imprévu, inattendu, juste la présence de deux personnes qui avaient autrefois touché la douleur de l'autre par une nuit pluvieuse. Émilie gardait une distance prudente, ne demandant jamais trop, ne le pressant jamais de dire plus que de brèves réponses sur les livres ou le temps de Portland. Elle recommandait des livres apaisants qu'elle aimait. L'Alchimiste restait son premier choix, suivi de L'Homme en quête de sens de Viktor Frankl ou Le Cirque des rêves avec sa douce magie, mais elle ne chercha jamais à savoir pourquoi il continuait de venir, bien qu'elle pût en deviner une partie. Une fois, il tint l'exemplaire de l'Alchimiste qu'il avait acheté la semaine précédente, l'ouvrit à la première page et demanda « Croyez-vous vraiment que l'univers nous aide à trouver ce que nous voulons ?» Émilie sourit, répondant « Je crois que parfois nous devons d'abord nous aider nous-mêmes, et ensuite l'univers suit. » Il n'en dit pas plus, hocha simplement légèrement la tête, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude, comme s'il pesait quelque chose de plus profond. Tout le monde n'était pas aussi à l'aise avec la présence d'Alexander qu'Émilie. Jade, 25 ans, sa meilleure amie et collègue chez Powell's, le regardait avec méfiance chaque fois qu'il franchissait la porte. Petite, avec des cheveux courts teints l'envers, toujours en t-shirt de groupes indépendants et un anneau dans le nez, Jade était du genre à dire ce qu'elle pensait, parfois au point de mettre mal à l'aise. Un après-midi, après qu'Alexander fut parti suite à une brève discussion avec Émilie sur les livres de science-fiction, Jade l'attira dans un coin du comptoir, la voix basse mais méfiante. « C'est un milliardaire, et Alexander Reed, le type dont tout Portland parle parce qu'il s'est fait plaquer devant l'hôtel. Tu crois qu'il est sérieux, ou qu'il profite juste de ta gentillesse ?» Émilie fronça les sourcils, posant son stylo. « Que veux-tu dire ?» Jade croisa les bras, les yeux vifs. « Je veux dire, tu es trop gentille et il est. Qui sait? Les milliardaires ne débarquent pas comme ça dans les librairies d'occasion à la recherche de l'âme sœur. Je me suis fait avoir une fois par un type qui prétendait être un artiste qui me comprenait. Il s'est avéré qu'il voulait juste de l'argent pour le loyer. Je ne veux pas que tu sois blessé à nouveau. » Emily Sapira. Elle savait que Jade voulait bien faire. Jade lui avait raconté ça. Propre histoire d'une brève aventure avec un musicien fauché qui l'avait laissé tomber après lui avoir emprunté de l'argent. Il ne l'avait jamais remboursé. Mais elle secoua la tête. Il n'est pas ce genre de personne. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais je ne donne rien d'autre que des suggestions de livres. Jade souffla. Face just attention. Puis elle retourna au travail, laissant Émilie avec un doute fugace qui s'estompa rapidement. Le lien entre Émilie et Alexander grandissait, lent et hésitant, comme deux étrangers essayant de naviguer sur un mur invisible. Un soir d'orage, alors que Portland était enveloppé par des rafales humides soufflant de la rivière Willamette, Alexander arriva chez Powell's plus tard que d'habitude, son manteau de laine gris foncé trempé, ses cheveux noirs dégoulinant sur le sol. Le magasin approchait de l'heure de fermeture, avec seulement quelques clients attardés. Jade était partie tôt, incapable de supporter le froid. Émilie rangeait le comptoir quand il entra, portant l'odeur de la pluie et une pointe de solitude. « Je pensais que vous ne viendriez pas par ce temps, dit-elle, mi-plaisantant, mi-sérieuse. Il haussa les épaules.
Je n'avais nulle part où aller, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Et pour la première fois, elle sentit une fissure dans sa carapace de glace. Ils restèrent tard, les néons extérieurs vacillant à travers la grande vitrine, reflétant les gouttes de pluie qui y ruisselaient. Peut-être pour briser le silence, Alexander s'approcha de l'antique machine à café dans le coin, une relique des années 80 que le personnel de Powell's gardait malgré ses fréquentes pannes. « Vous voulez du café » demanda-t-il en tenant la verseuse en verre taché. Émilie hocha la tête, curieuse de le voir se débattre avec une machine qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. Il tâtonna, versant maladroitement les grains, appuyant sur le mauvais bouton, puis renversant de l'eau chaude sur le comptoir en essayant de réparer, une tache noire s'étalant sur le bois. « Zut, alors » murmura-t-il, la première fois qu'elle le voyait perdre son sang-froid, et elle ne put s'en empêcher. Elle éclata de rire, un son clair traversant le silence. Alexander leva les yeux, surpris, puis un rare sourire étira ses lèvres. « Je ne suis pas si mauvais, n'est-ce pas ?» Émilie secoua la tête, riant toujours. « Non, vous avez juste l'air d'un enfant qui fait des corvées pour la première fois. » À cet instant, sous la chaude lumière dorée de Powell's, il la regarda comme s'il voyait la lumière du soleil après un long hiver, et elle, bien qu'elle ne l'admettrait pas, sentit son cœur s'alléger. Cette nuit-là, une fois que la machine à café eut finalement coopéré et qu'ils furent assis l'un en face de l'autre avec des tasses fumantes, Alexander s'ouvrit de manière inattendue. « Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas la pression, » dit-il, les yeux sur sa tasse, la voix plate comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Les médias, vivre avec quelqu'un comme moi, froid, distant, a-t-elle dit. Je ne la blâme pas, mais je ne sais pas comment être différent. » Émilie écoutait, ses mains se resserrant autour de sa tasse, puis répondit, douce mais ferme. « Avant, je pensais que je n'étais pas assez bien. Mon ex-fiancé m'a trompé avec ma meilleure amie juste avant notre mariage. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, mais j'ai réalisé que ce n'était pas de ma faute. J'ai surmonté ça en aidant les autres, parce qu'alors j'arrêtais de penser à ma propre douleur. » Alexander leva les yeux, son regard rencontrant le sien, et pour la première fois, ils n'étaient plus seulement des étrangers. Ils étaient deux personnes brisées essayant de se reconstruire. Quand il partit, la pluie tombait toujours régulièrement dehors. Émilie se tenait derrière le comptoir, regardant sa silhouette s'estomper à travers la vitre. Elle ne savait pas ce qui commençait entre eux, mais elle sentit un changement. Rien de grandiose ni de clair, juste une petite étincelle, comme la lumière de Powell sur de vieilles pages de livres, assez pour lui donner envie d'attendre la prochaine fois. Chapitre 4. Le début de quelque chose de chaleureux avec le temps. Les rencontres maladroites entre Émilie et Alexander chez Powell's Books devinrent une partie essentielle de leur vie, bien qu'aucun des deux ne le reconnût à voix haute. Un après-midi de début novembre, alors que Portland s'accrochait encore au froid vif de l'automne, Alexander entra dans la librairie avec une détermination inhabituelle, tenant un petit billet estampillé du logo du Portland Book Festival. Le plus grand événement littéraire de la ville, où auteurs, éditeurs et des milliers d'amoureux des livres se réunissaient chaque année. Il posa le billet sur le comptoir, où Émilie étiquetait une pile de vieux livres, et dit d'une voix basse et assurée. « Viens avec moi la semaine prochaine. » Émilie leva les yeux, son regard châtain clair brillant de surprise, puis secoua la tête avec un léger sourire. « Je ne suis pas à l'aise avec la foule, tu le sais. » Des milliers de personnes entassées dans un centre de congrès. Rien que d'y penser, ça m'étouffe. Alexander pencha la tête, imperturbable. « Je n'aime pas non plus la foule, mais j'ai pensé que tu apprécierais les stands de livres d'occasion là-bas. Ils ont même une section pour les livres pour enfants, comme ceux que tu en vois. » Elle l'étudia, remarquant une étincelle dans ses yeux. Pas le détachement froid habituel, mais une rare sincérité, mais elle refusa toujours. « J'y réfléchirai, mais ne te fais pas trop d'illusions. » Il n'abandonna pas aussi facilement qu'elle s'y attendait. Au cours de la semaine suivante, Alexander passa chez Powell's presque quotidiennement, chaque fois avec une nouvelle raison de la convaincre, un jour mentionnant un auteur qu'elle aimait qui dédicacerait des livres, un autre parlant d'un stand de livres rares avec des importations d'Europe, et une fois se tenant simplement près des étagères et demandant « N'es-tu même pas un peu curieuse ?» Émilie commença à trouver sa persistance amusante, mais cela adoucit aussi sa résolution. Finalement, un samedi matin, quand il se présenta avec un prospectus différent, non pas pour le festival du livre,
mais pour un événement de don de livres pour les enfants de l'Oregon rural, dans une petite bibliothèque de banlieue, elle soupira, posant son stylo sur le comptoir. D'accord, mais juste ça. Pas de festival, pas de foule. Alexander sourit, un rare sourire illuminant son visage. Je savais que tu dirais oui. Ce jour-là, le ciel de Portland se dégagea de manière inattendue, les semaines de pluie incessante cédant la place à un rare soleil filtrant à travers les feuilles d'érable rouges vifs le long de la route menant à la banlieue. Émilie était assise à côté d'Alexander dans son élégant SUV noir, se sentant un peu déplacée de quitter la familiarité de Powell pour quelque chose de nouveau. Ils arrivèrent dans une petite ville, à environ 40 minutes de la ville, où des bénévoles installaient un stand de dons de livres devant la bibliothèque communautaire. L'atmosphère était animée mais pas écrasante, avec des tables en bois chargées de livres pour enfants, quelques enfants courant autour de cartons non ouverts, et l'odeur de café flottant d'un minuscule café indépendant de l'autre côté de la rue. Émilie se sentit instantanément plus à l'aise. Elle sortit de la voiture, berçant une boîte de vieux livres de Powell qu'elle avait choisis à l'avance, des titres comme La chenille qui fait des trous et Le petit monde de Charlotte, des histoires dont elle pensait qu'elles apporteraient de la joie aux enfants. Alexander, bien que peu habitué à ce genre d'événement, ne resta pas en marche. Il l'aida discrètement à disposer les livres sur la table, ses mains habituellement à l'aise sur un clavier, maladroite alors qu'il les empilait, en laissant parfois tomber quelques-uns qu'elle devait ramasser. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle, mais il haussa les épaules. « Je ne suis pas venu ici pour regarder. » Il travaillait en silence pendant un moment jusqu'à ce qu'un groupe d'enfants, 5 ou 6, vêtus de vestes d'automne colorées, accourent, regardant curieusement les livres. Une fillette aux cheveux bouclés d'environ 6 ans désigna Max et le maxi-monstre et demanda « Pouvez-vous nous le lire, monsieur ?» Alexander se figea, jetant un coup d'œil à Émilie pour de l'aide, mais elle sourit malicieusement et lui mit le livre dans les mains. « Vas-y, ce n'est pas difficile. » Il prit le livre, s'assit sur une petite chaise en bois parmi les enfants et commença à lire de sa voix grave, bien qu'il n'eût manifestement aucune idée de comment jouer le compteur. La nuit où Max enfila son costume de loup et fit des bêtises de toutes sortes. Il s'arrêta, tentant un grognement de monstre qui ressemblait plus à une toux, faisant éclater de rire les enfants. Émilie se tenait près de la table basse voisine, tenant un gobelet en papier de latte chaud, incapable de retenir son rire. Un son clair et joyeux résonnant dans l'espace paisible. Alexander leva les yeux, feignant un froncement de sourcils. Qu'y a-t-il de si drôle? Mais même lui ne put rester sérieux, le coin de sa bouche se soulevant en voyant sa joie. Les enfants applaudirent et crièrent « Continue, l'homme monstre !» Et il obtempéra, ajoutant un peu plus d'expression cette fois, bien qu'assez maladroit pour renverser une tasse d'eau à proximité. Émilie le regardait, la lumière du soleil entrant par la fenêtre du café, et pour la première fois, elle pensa qu'il n'était plus l'homme froid de la ruelle. Il était quelqu'un qui apprenait à s'ouvrir, petit à petit. L'événement de don se termina en fin d'après-midi, le soleil plongeant derrière des collines lointaines, peignant le ciel de l'Oregon d'un orange brillant. Sur le chemin du retour, Alexander resta silencieux un moment, puis dit soudain « Je n'ai jamais rien fait de tel aujourd'hui. Je veux dire, pour d'autres personnes, sans rien y gagner. » Émilie se tourna vers lui, légèrement surprise. « Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Il garda les yeux sur la route, sa voix basse mais ferme. « À cause de toi. Tu fais paraître ça facile, comme si aider les autres était la chose la plus naturelle du monde. » Elle ne répondit pas tout de suite, sourit simplement, une chaleur se répandant en elle comme le rare soleil de ce jour-là. Quelques semaines plus tard, Alexander la surprit de nouveau. Un matin, il arriva chez Powell non pas avec un livre ou une question, mais avec une idée plus grande. Inspiré par l'événement de don, il avait financé une bibliothèque mobile, un petit camion rempli de livres pour se rendre dans les régions reculées de l'Oregon où les enfants avaient rarement accès à de nouveaux supports de lecture. Elle commencera à fonctionner le mois prochain, dit-il, les mains dans les poches de son manteau, essayant de minimiser sa fierté. Émilie se tenait derrière le comptoir, les yeux brillants. « Vraiment, tu ne plaisantes pas. » Il hocha la tête, puis sortit une petite boîte en bois de sa poche et la fit glisser vers elle. « Et ça, c'est pour toi. » Elle l'ouvrit, révélant une ancienne presse à relier, en noyer poli avec des sculptures complexes, quelque chose dont elle avait autrefois rêvé pour restaurer ses vieux livres bien-aimés à la boutique. Ses mains tremblaient en la touchant, les larmes lui montant aux yeux.
Alexander, ça, je ne sais pas quoi dire. Il haussa les épaules, sa voix plus douce que d'habitude. Tu n'as rien à dire. J'ai juste pensé que ça t'appartenait. Quand il partit, Émilie se tenait tranquillement près du comptoir, tenant toujours la presse à relier, regardant par la grande vitrine de Powell. Le rare soleil de Portland entrait à flot, illuminant les étagères patinées, et elle sentit un nouveau commencement, non seulement pour lui, mais pour elle aussi. Alexander n'était plus l'homme brisé de la ruelle, et n'était plus seulement quelqu'un qui guérissait les autres. Ensemble, ils créaient quelque chose de chaleureux, même si ce n'était que le début. Chapitre 5. Fantôme du passé. L'hiver arriva à Portland plus tôt que d'habitude, apportant des vents mordants qui balayaient les rues pavées et faisaient vibrer les grandes vitres de Powell's Books. Émilie se tenait derrière le comptoir, triant une pile de livres nouvellement arrivés, le cœur plus léger que jamais après les chaudes journées passées avec Alexander. Leur relation n'avait pas d'étiquette, pas de promesse, mais elle sentait un lien grandissant. Pas de l'amour, du moins pas encore, mais quelque chose d'authentique, comme deux pièces de puzzle imparfaites s'emboîtant. Alexander visitait toujours Powell's régulièrement, apportant parfois du café de Stomptown, parfois se tenant simplement tranquillement près des étagères et posant des questions sur les vieux livres qu'elle aimait. Elle commença à penser que peut-être, après toutes ces pertes, elle trouvait un endroit où appartenir. Mais alors, un après-midi de fin novembre, alors que le ciel était gris et qu'une bruine régulière crépitait sur le toit de Powell's, la porte de la boutique tinta et une femme entra. Pas une cliente ordinaire, mais une présence qui alourdit soudainement l'air. Elle était grande avec des cheveux blonds brillants attachés haut, portant un coûteux manteau de fourrure crème, ses talons claquant rythmiquement sur le plancher en bois. Émilie leva les yeux, légèrement surprise mais pas inquiète, jusqu'à ce que la femme marche droit vers le coin isolé où se tenait Alexander, tenant un exemplaire de Dune qu'il avait l'intention d'acheter. « Alex », sa voix retentit, douce et pourtant aiguë, « j'ai besoin de te parler. » Émilie se figea, la main toujours sur un livre, et puis elle comprit. C'était Sophia, l'ex-fiancée d'Alexander, celle qu'il avait quittée devant l'hôtel, celle dont tout Portland avait parlé. Alexander posa le livre, son visage se durcissant, ses yeux bleus profonds brillant d'irritation. « Sophia, » dit-il, sa voix glaciale, « que veux-tu » Sophia s'approcha, les mains jointes comme pour se stabiliser. « Je suis désolé. Alex, je sais que j'ai eu tort de partir. La pression, les médias, tout, je ne pouvais pas le supporter, mais j'y ai réfléchi. Je veux revenir, arranger les choses. » Sa voix tremblait, ses yeux brillaient comme au bord des larmes, mais Alexander secoua la tête, la coupant. « Non, Sophia, je ne veux pas l'entendre. Tu as choisi de partir, et j'ai accepté cela. Il n'y a plus rien entre nous. » Sophia resta immobile, les lèvres serrées, puis se détourna, mais pas avant de murmurer. « Tu le regretteras. » Émilie n'avait pas l'intention d'écouter aux portes. Elle était dans l'arrière-boutique, à quelques mètres de là, tenant une boîte de vieux livres qu'elle avait prévu de ranger. À travers une étroite fente dans la porte, elle assista involontairement à toute la scène. La façon dont Sophia toucha son épaule, la lueur d'hésitation dans ses yeux pendant une fraction de seconde avant qu'il ne refuse. Sa poitrine se serra, non pas de jalousie, mais d'une vieille peur refaisant surface, la peur de ne pas être assez, d'être juste une remplaçante, un baume temporaire pour un cœur brisé. Elle recula, s'appuyant contre les étagères, sa main tremblante effleurant l'exemplaire de l'alchimiste qu'elle gardait toujours près d'elle comme un talisman. Les mots du livre résonnaient dans son esprit. « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider. » Mais à cet instant, elle se demanda si l'univers la voulait vraiment ici, ou si elle se berçait d'illusions. Pour le reste de la journée, Émilie ne put se concentrer. Elle laissa tomber un livre, se trompa dans la commande de café d'un client, et quand Alexander s'approcha du comptoir pour lui demander si elle allait bien, elle força un sourire. « Je vais bien, juste un peu fatiguée. » Il n'insista pas, mais ses yeux, autrefois brillants quand il lisait aux enfants, lui parurent étouffants. Elle commença à tout remettre en question. Ses visites chez Powell's, les histoires qu'il partageait, la presse à relier qu'il lui avait offerte. Se servait-il juste d'elle pour oublier Sophia? N'était-elle qu'une simple remplaçante, une âme charitable sur laquelle il s'appuyait quand personne d'autre n'était là? La pensée se logea dans son esprit comme un petit couteau perçant de vieilles cicatrices, l'accident de voiture qui avait emporté sa famille, la trahison d'Ethan, et elle se dit « Je ne peux pas laisser ça se reproduire.
Cette nuit-là, dans son petit appartement d'East Portland, Emily se tenait devant sa bibliothèque personnelle, passant ses doigts sur l'alchimiste, les yeux brouillés de larmes. Elle se souvint de ces mots à propos de Sophia. Elle ne supportait pas ma froideur, et se demanda s'il l'avait vraiment rejetée, ou si ce n'était qu'un moment d'hésitation qu'il reconsidérerait plus tard. Elle ouvrit le livre, relisant sa phrase préférée, « Quand tu veux quelque chose ». Mais cette fois, cela ne la réconforta pas. Elle le referma brusquement, s'assit à sa table et écrivit une lettre de démission au directeur de Powell-S. Elle ne pouvait pas rester, ne pouvait pas continuer à être le remède temporaire de quelqu'un, même si ce quelqu'un était Alexander. Elle décida de partir, non seulement de Powell-S, mais de Portland, pour Seattle, où une organisation éducative à but non lucratif lui avait offert un emploi des mois plus tôt. C'était une chance de recommencer à zéro, de se concentrer sur l'aide aux autres sans risquer à nouveau son cœur. Jade fut la première à le savoir, et elle n'était pas contente. Le lendemain matin, quand Emily arriva chez Powell-S pour remettre sa lettre, Jade l'entraîna dans un coin du comptoir, la voix sèche. « Qu'est-ce que tu fais, Em? Démissionner? Déménager? Juste parce que ce milliardaire a parlé à son ancienne flamme ?» Emily soupira, essayant d'expliquer. « Ce n'est pas à propos de lui, Jade. C'est à propos de moi. Je ne veux plus être prise dans ce cycle, faire confiance à quelqu'un, puis découvrir que je ne suis pas assez. » Jade croisa les bras, les yeux perçants. « Tu aides toujours les autres, tu les guéris toujours. Pourquoi pas toi-même? En fuyant comme ça, tu le laisses gagner, ou tu laisses le passé gagner. » Emily secoua la tête, sa voix calme et ferme. « Je n'abandonne pas. J'ai juste besoin de temps pour comprendre ce que je veux. » Jade souffla, se détournant, mais pas avant de marmonner. « Tu vas me manquer, mais je déteste la façon dont tu fuis comme ça. » Avant de quitter Portland, Emily fit une dernière chose. Tard ce soir-là, après la fermeture de Powell-S, elle utilisa sa clé d'employé pour se glisser à l'intérieur. Elle se dirigea vers le coin isolé où Alexander se tenait souvent, plaçant l'alchimiste sur la petite table qu'il utilisait pour lire, avec une note manuscrite. « Trouve ton trésor. » Elle n'écrivit rien de plus, n'offrit aucune explication, et partit discrètement, emportant la presse à relier qu'il lui avait offerte et une petite valise de vêtements. Le lendemain, elle monta à bord d'un bus Greyhound pour Seattle, regardant par la fenêtre Portland s'estomper derrière les collines, le cœur vide et pourtant soulagé. Elle ne savait pas si elle avait raison ou tort, mais elle savait qu'elle avait besoin de distance. D'Alexander, de Powell-S, de l'espoir qu'elle avait commencé à construire. De retour à Portland, Alexander entra chez Powell-S quelques jours plus tard, la cherchant comme d'habitude, pour ne trouver que Jade derrière le comptoir, le regard froid. « Elle est. T'es parti, » dit Jade en faisant glisser l'alchimiste vers lui. « Elle a laissé ça pour toi. » Il prit le livre, lut sa note, et pour la première fois depuis des mois, il ressentit un vide qu'il ne pouvait expliquer, non pas à cause de Sophia, mais à cause d'Emily, qui était partie sans un au revoir. Chapitre 6. La recherche. Le jour où Emily partit, Alexander n'en avait aucune idée, toujours pris par des réunions et des plans pour la bibliothèque mobile qu'il avait financée grâce à elle. Mais lorsqu'il entra chez Powell-S Books un après-midi de week-end, portant un café Stone Town comme d'habitude, il sentit que quelque chose n'allait pas. Le comptoir était vide, aucun signe d'Emily avec son doux sourire ou ses mains habiles triant les livres. Jade se tenait là à la place, le regard froid, et avant qu'il ne puisse demander, elle fit glisser l'alchimiste vers lui, la voix plate. « Elle est partie, elle a laissé ça pour toi. » Il prit le livre, ses doigts traçant la note manuscrite d'Emily. « Trouve ton trésor. » Et pour la première fois de sa vie, Alexander Reed, un homme toujours en contrôle, sentit la panique. Il regarda Jade, la voix urgente. « Parti où? Quand? » Jade haussa les épaules. « Seattle, il y a quelques jours. » Elle n'a pas dit grand-chose, mais je suppose que c'est à cause de toi et de cet ex-blonde à toi. Il resta figé, le livre lourd dans ses mains, une vague de perte le submergeant comme jamais depuis le départ de Sophia. Mais cette fois, cela le toucha plus profondément parce qu'il réalisa, trop tard, que ce n'était pas seulement de la douleur. C'était de l'amour, quelque chose qu'il n'avait pas reconnu avant qu'elle ne soit partie. Alexander ne pouvait pas rester assis. Il quitta Powell-S immédiatement, l'alchimiste glissé dans la poche de son manteau, et commença à parcourir Portland à sa recherche, comme si elle pouvait simplement se cacher quelque part dans la ville.
Il se rendit à la bibliothèque de Multnomah, où elle avait une fois mentionné aimer lire pendant ses jours de congé, mais ne trouva que des étagères silencieuses et des étrangers feuilletant des pages. Il s'arrêta chez Voodoo Dougnu, où elle avait une fois acheté une boîte de beignets glacés roses pour les enfants lors de l'événement de don, demandant au personnel s'ils avaient vu une fille aux cheveux châtain clair portant un imperméable jaune. Mais ils secouèrent la tête, occupés par une file interminable de clients. Il retourna quotidiennement chez Powell, espérant que Jade céderait et lui donnerait plus d'indices. Mais elle le regardait simplement avec un mélange de colère et de pitié. « Elle ne veut pas que tu la trouves, Reed. Laisse-la tranquille. » Mais il ne le pouvait pas avec le livre qu'elle lui avait laissé pesant dans ses mains comme un rappel, une boussole qu'il ne savait pas lire. Les jours passèrent et Portland se transforma en un labyrinthe de souvenirs, chaque coin de rue, chaque café ravivant des pensées d'elle. Un matin brumeux, en marchant dans le Pearl District, il aperçut une fille aux cheveux bruns dans un imperméable jaune délavé sortant d'une petite boutique de fleurs. Son cœur s'emballa. Il cria « Émilie !» de l'autre côté de la rue, sa voix résonnant par-dessus le bourdonnement du trafic et le crépitement de la pluie. La fille se retourna, mais ce n'était pas Émilie, juste une inconnue aux yeux surpris le regardant comme s'il avait perdu la tête. « Désolé, mon erreur. » marmonna-t-il en se détournant, le visage brûlant d'embarras. Bien qu'une folle étincelle d'espoir jaillît qu'elle puisse encore être à proximité. Il resta sous la pluie un instant, serrant l'alchimiste dans sa poche, se demandant si elle l'avait vraiment quitté ou s'il n'avait tout simplement pas trouvé le bon endroit. Après une semaine de recherches infructueuses à Portland, Alexander élargit sa traque. Il se souvint d'une conversation passagère où Emily avait mentionné Seattle. Elle avait une fois parlé d'une organisation éducative à but non lucratif là-bas qui lui avait offert un emploi, qu'elle avait refusé pour rester chez Powell. C'était sa seule piste, et il n'hésita pas. Il prit les 5, les plus de 170 miles de Portland à Seattle, emportant son livre comme un talisman, le cœur lourd mais incapable de s'arrêter. Seattle l'accueillit avec un ciel gris pas différent de celui de Portland. Mais le rythme ici était plus rapide, plus bruyant, avec des bâtiments imposants et des foules animées. Il ne savait pas par où commencer, conduisit simplement à travers les quartiers, vérifia les bibliothèques publiques et les librairies d'occasion, demanda même autour de Pike Place Market avec le mince espoir que quelqu'un l'ait vu. Mais personne ne connaissait d'Emily Carter, et il commença à se sentir comme un idiot poursuivant une ombre qu'elle ne voulait pas qu'il attrape. Puis, un après-midi de week-end, alors qu'il était sur le point d'abandonner, il aperçut un prospectus collé à un lampadaire près de Capitol Hill. Un événement organisé par un groupe éducatif à but non lucratif. Lecture, heure du conte pour enfants immigrés, apportait la connaissance à la communauté. Il n'était pas sûr que ce fût son organisation, mais l'instinct lui dit d'y aller. Il se rendit à l'endroit indiqué, un petit centre communautaire chaleureux aux murs jaunes pâles, d'où s'échappait le brouhaha des enfants. En entrant, l'alchimiste toujours à la main, il entendit une voix familière, douce et pourtant claire, lisant à haute voix. Et alors le garçon réalisa, parfois les choses les plus magiques ne sont pas dans les livres, mais dans les gens que vous rencontrez. Il se figea sur le seuil, son cœur manquant un battement. C'était Emily, assise parmi un groupe d'enfants immigrés, tenant le garçon qui tomba du Mayflower, les yeux brillants alors qu'elle racontait l'histoire. Elle portait un simple pull gris, ses cheveux châtains clairs attachés lâchement, et son sourire, celui qu'il avait vu quand il lisait maladroitement Max et les Maxi-Monstres, lui fit oublier où il se tenait. Les enfants applaudirent à la fin, et elle se leva en leur disant d'une voix chaleureuse. Les livres ne réparent pas les gens se réparent mutuellement. La gorge d'Alexander se serra, le livre dans sa main tremblant alors qu'il réalisait ce qu'il avait nié tout ce temps. Il l'aimait, non pas parce qu'elle l'avait sauvé dans cette ruelle, mais parce qu'elle était la seule qui lui donnait envie d'être une meilleure version de lui-même. Il s'avança mais n'osa pas parler, se tenant simplement silencieusement dans la pièce, la regardant de loin, craignant que s'il s'approchait, elle ne disparaisse à nouveau. Émilie se tourna et son regard croisa le sien. Elle s'arrêta, ses mains se resserrant autour du livre, son visage traversant une cascade d'émotions, surprise, confusion, puis une pointe de quelque chose comme de la douleur. Elle ne dit rien, le fixa simplement, et il ne savait pas comment commencer. Mais l'alchimiste dans sa main, celui qu'elle avait laissé avec « Trouve ton trésor », lui semblait maintenant une réponse. Il avait trouvé son trésor,
non pas dans son entreprise, non pas dans les choses qu'il croyait autrefois importantes, mais en elle, celle qui était partie et l'avait forcé à chercher. Il fit un pas vers elle, tenant toujours le livre, le cœur plein d'un sentiment qu'il n'avait jamais nommé. Ni espoir, ni peur, mais une certitude que, qu'elle soit d'accord ou non, il ne la laisserait plus disparaître. Chapitre 7. Réunis, avec un but. Le centre communautaire de Seattle bourdonnait du bavardage des enfants alors qu'ils sortaient de la pièce, laissant Emily debout tranquillement parmi les petites chaises en bois, serrant toujours le garçon qui tomba du Mayflower. Ses yeux se fixèrent sur Alexander, qui se tenait sur le seuil. L'alchimiste à la main, son visage un mélange de résolution et de malaise qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'espace entre eux devint lourd, comme si tous les jours de séparation, les malentendus et la douleur convergeaient en ce seul instant. Émilie ouvrit la bouche pour parler mais hésita, incertaine par où commencer. Alexander s'avança, chaque pas résonnant sur le vieux plancher en bois, et lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas, il s'arrêta, sa voix basse et tremblante. « Émilie, je suis désolé. » Elle fronça les sourcils, une lueur de doute dans les yeux, mais il ne la laissa pas l'interrompre. Il leva l'alchimiste, comme si c'était la preuve de ce qu'il allait dire. « Je ne savais pas où tu étais parti, je ne savais pas ce que tu pensais, mais quand je vous ai vu, toi et Sophia, parler ce jour-là, je l'ai repoussée. Je ne lui ai pas fait signe, pas une seconde. Elle appartient au passé, et je ne veux pas d'elle. Mais je n'avais pas réalisé que tu avais vu, je n'avais pas réalisé que tu pensais que je tenais encore à elle. Je t'ai cherché partout dans Portland, puis je suis venu ici, parce que je ne pouvais pas te laisser partir sans clarifier les choses. » Émilie resta immobile, sa prise se resserrant sur son livre, son cœur oscillant entre une vieille douleur et une nouvelle étincelle d'espoir. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais vive. Il soupira, son regard rencontrant le sien. « Parce que j'étais un idiot. Parce que je ne savais pas à quel point j'avais besoin de toi avant que tu ne sois parti. » Le silence s'installa un moment, rompu seulement par le léger crépitement de la pluie à l'extérieur du centre communautaire. Émilie le regarda, voyant cette sincérité dans ses yeux bleus autrefois froids, et sentit une partie de son cœur s'adoucir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Alexander combla la distance, la serrant dans ses bras, une étreinte ni hésitante ni maladroite comme cette première fois dans la ruelle, mais ferme et chaleureuse, comme s'il lui donnait son monde entier. Elle se raidit de surprise, mais ne se dégagea pas, sentant son souffle contre ses cheveux. Et puis il murmura, sa voix rauque mais assurée. « J'avais besoin de cette première étreinte pour survivre, mais celle-ci, j'en avais besoin pour vivre. » Ces mots la frappèrent comme une douce lame, dissolvant le reste de ses doutes, et elle enlaça ses bras autour de lui, les yeux brouillés de larmes. Ils restèrent ainsi longtemps, dans la pièce vide, comme deux âmes perdues se retrouvant enfin. Quand ils se séparèrent, Émilie s'essuya les yeux, offrant un léger sourire. « Je ne reviens pas à Portland juste parce que tu m'as serré dans tes bras. » Alexander rit, un rare sourire illuminant son visage. « Je sais, mais j'espère que tu me donneras une chance d'arranger les choses. » Elle l'étudia, réfléchissant un instant, puis dit, la voix ferme. « D'accord, mais à une condition. Nous ne vivons pas seulement l'un pour l'autre, je veux faire quelque chose de plus grand, pas seulement des livres, pas seulement des étreintes, mais quelque chose qui aide les gens comme nous l'étions, les gens qui ont besoin de quelqu'un quand ils sont brisés. » Alexander hocha la tête instantanément, sans hésitation. « Tout ce que tu voudras, je le ferai. » Et de là naquit l'idée de la Fondation Hug, une organisation à but non lucratif axée sur la santé mentale, la construction de bibliothèques communautaires et le soutien aux femmes en crise, celles qui avaient perdu comme Émilie, avaient été trahies comme elle, ou s'étaient senties perdues comme Alexander. Ils retournèrent ensemble à Portland, non pas comme un couple clairement défini, mais comme des partenaires avec un but commun. Émilie retourna chez Powell, mais maintenant à temps partiel, consacrant la plupart de son énergie à jeter les bases de l'organisation. Alexander, avec ses ressources, transforma rapidement l'idée en réalité. Il embaucha une petite équipe d'experts en santé mentale, contacta des éditeurs pour des dons de livres et obtint un modeste bureau à East Portland comme siège. Ils l'appelèrent la Fondation Hug, Fondation Étreinte, un titre simple mais profond qui faisait écho à l'étreinte qui les avait tous deux changés. Émilie conçut le logo, un livre ouvert avec deux bras qui s'étreignent, tandis qu'Alexander développait son réseau de donateurs pour lancer le projet. Mais tout ne se passa pas sans heurts.
Quelques mois seulement après le lancement, ils rencontrèrent leur premier obstacle, des pénuries de financement. Bien qu'Alexander eût puisé dans ses propres fonds pour démarrer, les coûts de fonctionnement de la bibliothèque mobile, d'offres de séances de conseils gratuites et d'aide aux femmes après une crise dépassaient de loin ses estimations. Les premiers donateurs hésitaient, voulant des preuves de résultats avant de s'engager à long terme, et le budget diminuait rapidement. Un soir, dans le petit bureau de la Fondation Hug, Emily était assise au milieu de piles de papier, fixant anxieusement le bilan financier. Si nous n'obtenons pas plus d'argent, nous devrons réduire la bibliothèque mobile, ou pire, fermer certains programmes. Alexander, assis en face d'elle, tapotait des doigts sur la table, perdu dans ses pensées, puis dit « Je vendrai une partie de mes actions de l'entreprise. Pas beaucoup, mais assez pour nous permettre de continuer quelques mois de plus. » Emily leva les yeux, surprise. « Tu es sûr? C'est ton entreprise, Alexander. » Il haussa les épaules, « Son ton calme. L'entreprise, c'est ce que j'ai construit pour prouver que je pouvais. Ça, c'est ce que je veux garder, pour toi, pour les gens que nous aidons. » Sa décision insuffla une nouvelle vie à l'effort, mais Emily ne voulait pas que tout repose sur lui. Elle suggéra une journée de collecte de fonds littéraires chez Powell, un grand événement avec des lectures, des ventes de livres d'occasion et un appel à la communauté de Portland pour qu'elle se joigne à eux. Elle contacta Jade, qui s'était adoucie envers elle depuis son retour, pour obtenir de l'aide, et Jade accepta instantanément. « Je pense toujours que tu es folle de lui avoir pardonné, mais si c'est pour ça, je suis partante. » L'événement eut lieu un week-end où la pluie de Portland fit une pause, un rare soleil filtrant à travers les grandes fenêtres du magasin. Des centaines de personnes se présentèrent, donnant des livres, achetant de vieux titres de Powell et écoutant Emily et Alexander partager la mission de la Fondation Hug. Des enfants de la bibliothèque mobile vinrent aussi, serrant leurs livres préférés et racontant leurs histoires, émouvant plus d'un aux larmes. À la fin de la journée, ils avaient recueilli suffisamment de fonds pour soutenir l'organisation pendant 6 mois de plus, et Emily se tenait chez Powell, contemplant la foule, ressentant une fierté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Alors que l'événement se terminait, Alexander s'approcha d'elle, tenant 2 cafés Stomptown, une vieille habitude à eux. Il lui en tendit un, souriant. « On l'a fait. » Emily prit la tasse, le regarda et dit « Ce n'est pas qu'on l'a fait, c'est qu'on commence. Ce n'est que la première étape. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Alors je marcherai avec toi, pas à pas. » Il se tenait là, chez Powell, au milieu des vieilles étagères et des rires de la communauté. Non plus seulement 2 personnes brisées, mais 2 qui avaient trouvé un but. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour les autres. La Fondation Hug n'était pas seulement une organisation. C'était une promesse que personne n'aurait à être seul dans sa propre ruelle sombre, comme il l'avait été autrefois. Chapitre 8. Épilogue. La ruelle qui a tout commencé 3 ans s'était écoulée depuis qu'Emily et Alexander s'étaient retrouvés à Seattle. Et Portland respirait maintenant une nouvelle vitalité, non seulement parce que l'automne était revenu avec ses flamboyantes feuilles d'érable rouge, mais parce que quelque chose de plus grand avait fleuri depuis la petite ruelle derrière l'église Sainte-Marie. Autrefois un coin sombre et humide où Emily avait serré un étranger dans ses bras sous la pluie, elle était maintenant peinte de fresques vibrantes, de livres ouverts, de mains jointes et d'une grande inscription sur un panneau en bois, « Ruelle de l'étreinte, où la guérison commence ». L'idée était venue d'Emily peu après la création de la Fondation Hug, une façon de transformer leur point de départ en un symbole pour quiconque ayant besoin d'une étreinte, d'un mot gentil ou simplement d'un endroit pour se sentir moins seul. Alexander, toujours pratique, l'avait concrétisé. Il avait engagé des artistes locaux pour peindre les murs, installer des lampadaires solaires et transformer la ruelle en une destination tranquille de Portland où les gens pouvaient faire une pause, laisser une note positive sur un mur ou s'asseoir sur des bancs en bois placés là pour la réflexion. Ce jour-là, c'était la 3e journée annuelle de l'étreinte, un événement qu'Emily et Alexander organisaient pour inspirer de petits actes de gentillesse à travers la ville. Powell's Books bourdonnait de rire et de voix alors que des centaines de personnes se rassemblaient, donnant des livres, partageant des étreintes gratuites ou écrivant des messages à accrocher au mur de la gentillesse. La Fondation Hug s'était installée devant la boutique. Des enfants de la bibliothèque mobile couraient autour des stands, serrant leurs livres préférés, tandis que des bénévoles distribuaient des beignets de Voodoo Donu et du café chaud de Stomptown. Emily se tenait au milieu de la foule, vêtue d'un simple pull gris,
tenant un latte, observant tout le monde avec un sourire radieux. Elle n'était plus la fille discrète de la librairie. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, une communauté qu'elle et Alexander avaient construite à partir de leurs propres morceaux brisés. Alexander se tenait à proximité, tenant la main d'un garçon d'1 an aux cheveux châtain clairs comme sa mère et aux yeux bleus profonds comme son père. C'était Oliver, leur fils, né un peu plus d'1 an auparavant, un doux cadeau après qu'ils eurent décidé de s'engager l'un envers l'autre pour toujours. Leur mariage avait eu lieu 2 ans plus tôt, discret et sans prétention, dans une petite église d'East Portland avec seulement une poignée d'amis proches. Jade, sa demoiselle d'honneur, plaisantait encore. Oliver arriva plus tard comme une joyeuse surprise, un charmant garçon au large sourire, toujours en train de tripoter les livres que sa mère rapportait à la maison. Alexander, bien que toujours réservé avec les étrangers, était maintenant un papa maladroit mais dévoué, apprenant à changer les couches, à préparer le lait maternisé et chantant parfois des berceuses fausses à Oliver de sa voix grave, faisant rire Émilie chaque fois qu'elle l'entendait. La journée de l'étreinte n'était pas seulement un événement, c'était un rappel du chemin qu'ils avaient parcouru au cours des 3 dernières années. Alors que le rare soleil de Portland entrait à flot par les grandes fenêtres de Powell, Émilie sortit dans la ruelle de l'étreinte, tenant une petite note qu'elle prévoyait d'épingler au mur. Elle s'arrêta, contemplant la ruelle maintenant lumineuse et accueillante, et les souvenirs de cette première étreinte revinrent comme une douce brise. Elle se souvint de cette nuit pluvieuse, agenouillée à côté d'un homme brisé, ne sachant pas qui il était, seulement qu'il avait besoin de quelqu'un. Elle se souvint de ses sanglots étouffés se mêlant à la pluie, de la façon dont il s'était détendu dans ses bras, et de l'alliance qu'elle avait ramassée et glissée dans sa poche. À l'époque, elle pensait simplement aider un étranger, mais maintenant elle réalisait que cette étreinte n'avait pas seulement tiré Alexander de son obscurité, elle l'avait sauvé de la solitude qu'elle avait enfouie après ses propres pertes. Elle sourit, écrivit sur la note « Une étreinte peut tout changer » et l'accrocha au mur, rejoignant des centaines d'autres messages flottant dans la brise. Alexander s'approcha d'elle, Oliver trottinant derrière, serrant un petit livre pour enfants qu'il avait attrapé à un stand. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, sa voix basse mais douce. Émilie se tourna vers lui, le regardant lui et leur fils, puis répondit « À cette première étreinte, si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pas de ruelle de l'étreinte, pas de journée de l'étreinte, pas d'Oliver. » Il eut un petit rire, se penchant pour prendre Oliver dans ses bras. « J'y pense tous les jours. Tu m'as sauvé, Émilie, et pas seulement cette nuit-là. » Elle appuya sa tête contre son épaule, sentant la chaleur de lui et d'Oliver, et pour la première fois depuis des années, elle se sentit entière. Non seulement parce qu'elle avait trouvé l'amour, mais parce qu'elle avait trouvé un but, une famille et une façon d'embrasser le monde. La Fondation Hug, après 3 ans, avait largement dépassé ses débuts fragiles. Grâce aux collectes de fonds et au soutien communautaire, ils avaient étendu la bibliothèque mobile aux États voisins comme Washington et l'Idaho, ajouté davantage de séances de conseil en santé mentale gratuites et construit un petit centre dédié aux femmes après une crise, un endroit où elles pouvaient acquérir des compétences, lire des livres ou simplement trouver un espace sûr pour guérir. Émilie et Alexander ne s'arrêtèrent pas là. Ils continuèrent à travailler ensemble, équilibrant maintenant leurs efforts avec l'éducation d'Oliver. Certains soirs, ils s'asseyaient dans le petit bureau de la fondation, Oliver endormi dans un berceau à proximité, planifiant de nouveaux projets. D'autres jours, ils l'emmenaient à des événements communautaires, l'élevant avec la compréhension que le bonheur ne vient pas seulement du fait de recevoir, mais de donner. Alors que la journée de l'étreinte touchait à sa fin, le soleil se coucha derrière les collines de l'Oregon, peignant le ciel d'un orange brillant. Émilie et Alexander se tenaient dans la ruelle de l'étreinte, Oliver dans sa poussette à côté d'eux, serrant toujours son petit livre, les yeux tombants de sommeil. Ils regardèrent la foule se disperser, des sourires sur leurs visages. Un homme âgé s'approcha, les remerciant pour la joie que la bibliothèque mobile apportait à ses petits-enfants. Une jeune femme serra Émilie dans ses bras, disant que le centre pour femmes l'avait aidée à se relever après le départ de son mari. Ces moments, petits mais significatifs, étaient la raison pour laquelle il n'avait jamais abandonné. Émilie se tourna vers Alexander, prenant sa main. « On l'a fait, n'est-ce pas ?» Il serra sa main, répondant « Non, on est toujours en train de le faire. Et je serai là, avec toi, toujours. » Leur histoire avait commencé par une étreinte sous la pluie,
dans une ruelle sombre que personne ne remarquait. Maintenant, cette ruelle se dressait comme un symbole d'espoir, de gentillesse et d'un amour né de blessures. Émilie regarda la ruelle de l'étreinte, Alexander et Oliver, et sut qu'elle n'avait pas seulement étreint un étranger une fois. Elle étreignait le monde, avec lui à ses côtés. Elle a étreint un étranger une fois. Maintenant, elle étreint le monde, avec lui à ses côtés. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Histoire d'Armes. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.